Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de mouvement, de performance, mais surtout de la compréhension profonde du corps féminin. On entend souvent que le sport est une question de volonté, mais pour les femmes, c'est aussi une question de physiologie, de cycle menstruel, de périnée, de grossesse et de ménopause. Autant de sujets longtemps restés dans l'ombre du coaching sportif classique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'équipe de Women in Progress. Elles sont kinés, coachs, expertes en sport santé. Elles se sont données pour mission d'accompagner les femmes pour qu'elles ne subissent plus leur corps, mais qu'elles apprennent à s'entraîner avec lui. Alors aujourd'hui, on va briser les mythes. Est-ce qu'on peut sauter quand on est en postpartum? Comment s'adapter, adapter son entraînement à son cycle et comment rester une athlète à chaque étape de sa vie? Bienvenue à vous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, les filles. Merci pour l'invitation, Paul. Bah, je vous en prie et je propose qu'on attaque directement. Woman in Progress, donc c'est VIP en quelques mots. Quelle est l'étincelle? Quel est le tabou numéro un que vous avez voulu briser euh, en créant Woman in Progress? On a beaucoup réfléchi, parce qu'on s'est formé, on va dire en parcours kiné classique toutes les 2 dans la kiné du sport un peu classique et en parallèle, on a fait aussi le parcours de, formation rééducation périnnéale classique et en fait, nous, on accompagne essentiellement des femmes qui sont actives, au cabinet et puis, on s'est rendu compte que le bagage que nous on avait, en tant que kiné du sport et kiné du périnée, ça nous permettait d'accompagner des femmes un peu différemment que la kiné du périnée classique, tu vois? Et puis, on en a eu un petit peu, marre du cabinet, classique, de la kiné classique et on s'est dit qu'on avait envie de faire autre chose, mais toujours autour de l'accompagnement de la femme et en fait, au fur et à mesure de faire des recherches, de se former, de tester au cabinet, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait, accompagner, des femmes aussi à distance. Donc c'est exactement ce qu'on fait avec, Women in Progress. On les accompagne exclusivement à distance, dans leur période de périnatalité, donc on va en parler sûrement, mais de les accompagner pendant leur grossesse à ce qu'elles bougent et à se préparer à l'accouchement, de les accompagner, en respectant les étapes, mais un peu plus rapidement que ce qui se fait classiquement au cabinet après leur accouchement et puis d'accompagner aussi les femmes qui ont des problématiques autour de leur périnée, sans passer par, la méthode classique de, toucher vaginal, contraction volontaire. On a développé une méthode beaucoup plus active qui permet de le faire, à distance et c'est comme ça que est créé, Women in Progress. OK. Et vous parlez d'une méthode que vous avez développée, donc qui diffère, justement d'un coaching, et d'un accompagnement, traditionnel et qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de cette méthode, éventuellement? Classiquement, donc si on parle de la rééducation périnéale, en fait, quand les femmes ont des problématiques au niveau du périnée, par exemple les fuites urinaires, elles vont voir leur kiné ou leur sage-femme et donc les méthodes actuellement proposées sont autour de passer par un toucher vaginal, quelque chose d'assez intrusif où il y a autrement la mise en place de sondes où elles apprennent à contracter leur périnée et nous, on a trouvé nos limites pour plusieurs choses. La première, c'est qu'on aimerait bien que les femmes aient un petit peu plus le choix dans leur rééducation et que certaines sont peut-être pas OK ni à l'aise de passer par ces étapes-là et que ça serait chouette que les professionnels qui les accompagnent proposent des méthodes qui soient en cohérence avec leurs souhaits et leurs besoins. Et au-delà de ça, on s'est vite rendu compte que d'être concentré seulement sur la région périnéale, parce que, par exemple, elles ont une problématique à ce niveau-là, ça ne réglait pas le problème et qu'il fallait aller un petit peu plus loin sur comment le corps fonctionne en général, qu'il fallait dézoomer et que sans dézoomer, malheureusement, on n'allait pas régler, ces problèmes de femmes sportives où leurs contraintes étaient un petit peu plus importantes que celles, que certaines peut-être, où c'était résolu avec cette méthode, classique. Tu vois, ça va parler aux coachs qui nous écoutent, c'est que, nous, on avait notre vision de kiné du sport et en fait, on l'a appliquée à la kiné du périnée et du coup, c'est une méthode qui est beaucoup plus, active, comme Laura disait, pas forcément que périnée centrée, mais ça se tient à la pratique aussi des coachs où quand tu veux travailler, un groupe musculaire, il y a énormément d'exercices pour le faire bosser et tu fais pas que de l'analytique et donc nous, c'est un peu le principe de la méthode, c'est de faire du global, carrément de l'holistique et puis d'aller sur les différentes façons d'activer ce groupe musculaire-là.
Je vois totalement et c'est très bien illustré. Hem, Quand on parle de périnée, on parle aussi souvent de fuite urinaire, et moi je sais que dans mon accompagnement, autour de moi, c'est un quelque chose d'assez tabou en tant que femme, de parler de fuite urinaire et c'est même limite banalisé et il y en a beaucoup qui pensent que c'est normal et bien au contraire, c'est pas normal, loin de là. C'est même plutôt un signal d'alarme. Pourquoi c'est un cern s'il est un 1, 2, 3, pourquoi c'est un signal d'alarme et comment le rééduquer sans arrêter de bouger pour vous? Bah, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'en fait, déjà si on reprend, un petit peu au début, les femmes sont très peu sensibilisées sur leur corps. Elles savent pas trop comment elles fonctionnent, hem et donc elles identifient pas ça comme justement comme tu disais les comme tu le dis bien, que c'est un signal comme quoi le corps commence à dysfonctionner. Parce qu'en fait, quand, on a par exemple des problématiques au genou, souvent ce qui va nous alerter, c'est qu'on a une douleur. Mais la région périnéale, elle réagit pas de cette manière-là. Quand elle se met à dysfonctionner, des fois, elle peut être douloureuse, mais dans d'autres cas, on va avoir des sensations qui sortent de la norme et on peut avoir, par exemple, des fuites urinaires qui est un signal comme quoi il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sauf que malheureusement, si tu es pas éveillé sur le sujet, bah, tu peux pas savoir que, tu dois prendre cette information comme: «OK, il va falloir peut-être que je mette des choses en place parce qu'il y a quelque chose qui va pas». Et au-delà de ça, malheureusement, il y a aussi énormément de croyances parce que, les femmes ont vu peut-être leur maman, leur grand-mère, leur tante qui avaient des problématiques périnéales, qui ont fait avec et qui ont dit: «Bah, voilà, c'est le lot de la vie d'une femme. Parce que tu as accouché, parce que tu es une femme, bah, c'est normal d'avoir ce type de problématique-là et qu'il faudra faire avec». Donc je pense qu'il y a vraiment déjà l'éveil, autour des femmes qui va être pertinent pour qu'elles comprennent leur corps parce que sans comprendre vraiment comment il fonctionne, bah, c'est difficile de même d'adapter parce qu'elles en ont pas conscience et après, bah, c'est vrai que, nous, notre objectif, c'est qu'elles continuent à bouger. Ça, c'est le plus important parce que souvent, elles pensent que c'est à cause des fois du sport qu'elles ont ces problématiques-là et il y a quelque chose qu'on veut vraiment faire passer comme message, c'est qu'en fait, c'est juste qu'en faisant du sport, elles s'exposent peut-être à des contraintes qui, dans le quotidien, elles ne s'exposent pas et donc forcément, bah, s'il y a une petite fragilité, ça va ressortir, ça va être mis en évidence alors que peut-être que dans le quotidien, bah, elle met pas assez de contraintes pour mettre en évidence cette fragilité-là. Donc pas de panique, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ce sport, mais il y a peut-être des choses, qu'il faut mettre en place, donc être plus progressive, plus régulière, peut-être adapter le mouvement et nous, on aime bien dire quand même que c'est chouette, tu vois, si elles peuvent se faire accompagner par des coachs parce que souvent on veut faire un petit peu toute seule, on bricole des petites séances et il y a plein de choses qu'on n'a pas en tête, des paramètres, des modalités à mettre en place pour que le corps ait le temps de s'adapter et souvent nous, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le corps a pas eu le temps de s'adapter, c'est trop fort, trop vite et il y a pas des prérequis qui sont présents et malheureusement, du coup, c'est le périnée qui vient envoyer un signal d'alarme, mais c'est parce que le corps n'est pas prêt à supporter ces contraintes-là, tout court. D'accord, bah, en tout cas, c'est super, c'est très clair et moi ça me rappelle un petit peu, ce que je vois au quotidien. Des femmes, par exemple, que tu retrouves, des fois dans des cours collectifs, qui essayent de suivre avec, des jumping jacks et puis au final, elles me disent, bah, qu'elles peuvent plus en faire et quand tu creuses un peu, bah, c'est parce qu'elles ont des fuites et c et qu'elles ont pas fait correctement leur rééducation post-grossesse et Mmh. donc c'est là où il faut aussi réussir à leur faire comprendre qu'il y a encore un travail à faire, un travail de fond pour justement ne plus être gêné parce que c'est pas quelque chose de normal. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis si tu arrives à voir en fait que ces femmes-là que tu as dans tes cours et du coup, bah, certains les autres coachs qui vont nous écouter vont se dire: «Ah mince, moi aussi c'est vrai que systématiquement sur les jumping jacks ou alors des fois sur des sauts, des steps et tout, tu vois elles sont pas bien, elles sont en recul et tout». Je pense que ces femmes-là, elles viennent, pour, se faire du bien, et du coup, elles tiennent à ces séances de sport, c'est un peu leur kiff dans la semaine, quoi et du coup, quand vous arrivez à identifier ça, ben, l'idéal, c'est de réussir à lui proposer une option, peut-être qu'elle fasse un petit peu plus de pause, sans non plus, la mettre au centre de la salle en disant: «Bah, toi, tu as des fuites, il faut que tu Bah, arrêtes» beh ou «Il faut que tu fasses ça». Pas de proposer discrètement des petites adaptations, ça fait en mode genre: «Je sais ce qui se passe» et ça lui permet de continuer de s'entraîner, sans qu'elle se dise: «Ah merde, j'ai encore me pisser dessus à la prochaine séance», quoi. tout à fait, bah, tout à fait, c'est ce qui se passe,
propose une adaptation. Au lieu de faire les sauts complets, tu fais une jambe après l'autre sur les jumping jacks, qui crée moins d'impact et Ouais, aussi après, c'est du travail de fond au et de la psychologie en allant l'accompagner d'une manière, plus, personnalisée. Donc ça, c'est quand je faisais pas mal de cours au collectif. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur l'accompagnement en distanciel comme vous, OK, auprès des mamans en postpartum. OK, OK. trop chouette, trop bien. Donc forcément, moi, je viens en soutien des kinés après leur travail, sur le travail, du périnée et du renforcement du périnée après le postpartum et OK. toute la partie sportive, on va dire, je vais la mettre en plus et de manière progressive pour, les accompagner à une reprise d'activité, sportive ou tout simplement commencer une activité sportive parce qu'il y a certaines mamans qui étaient pas du tout sportives avant Mmh. parce que, bien souvent, elles ont été dégoûtées du sport, par exemple pendant les années du lycée où on Mmh. les a obligées à faire des trucs qu'on n'aimait pas et cetera, qui ont envie de reprendre le sport parce qu'elles se reconnaissent plus dans le corps, qu'elles ont aujourd'hui. Donc je les accompagne sur le sport et sur la partie nutrition. OK. Petit aparté, pour les gens qui nous regardent, ces filles-là, elles sont, géniales et elles sont très pédagogues. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques années, vous êtes venus au Crêpes de Nantes et j'étais Oui, dans une Oui, session, où OK. vous avez fait une intervention trop Ouais, bien. et Ouais. exactement. et donc moi, j'avais adoré votre intervention et donc n'hésitez pas, si jamais vous avez de la moindre question, à les contacter parce qu'elles sont géniales. C'est Merci gentil. beaucoup. Mais c'est trop chouette, enfin, tu vois, notre objectif, nous, par justement, par Women in Progress, c'est de sensibiliser un max de monde, tant, les femmes, les premières concernées, mais tant aussi les professionnels de santé. On forme les kinés et les coachs parce que en fait, tout le monde a sa place autour de la femme et malheureusement, si on veut aussi que les femmes, prennent mieux enfin, plus soin d'elles et des prises en charge plus adaptées, c'est vrai qu'il faut qu'en tant que nous, professionnels, on soit plus formés et c'est vrai que même dans le cursus, autant nous de kinés, mais autant, vous en coach, malheureusement, on est très peu sensibilisés sur le sujet et c'est dommage parce que, si on fait pas l'effort d'aller chercher par nous-mêmes, bah, des fois, on a, aucune, éducation, à ce niveau-là et donc forcément, c'est compliqué d'accompagner ces femmes-là. Je suis totalement d'accord avec toi et un autre sujet où on est très peu sensibilisé et même au sport, au plus haut niveau comme à l'U17, ça commence à arriver mais progressivement et c'est encore tout récent, c'est, le cycle menstruel et comment l'adapter à l'entraînement et parce que, il y a encore, peu de temps, les sportifs de haut niveau avaient le même entraînement que peu importe la période de leur cycle et ce qui est complètement, une anomalie, si on reprend, un petit peu on a un peu conscience de la physiologie. Mais concrètement, comment une femme peut utiliser ces différentes phases hormonales pour optimiser ses séances et plutôt que les subir? Ça, c'est une bonne question et c'est bien que tu fasses le point sur, les sportifs de haut niveau et tu vois, il faut quand même qu'on fasse un tout petit peu la diff entre, ben, l'entraînement en fonction du cycle de la sportive de haut niveau parce qu'elle est dans du sport performance, elle veut Exact. optimiser au maximum sa performance et une femme qui, se met au sport où en fait, ça sera déjà extrêmement bénéfique qu'elle se mette au sport et qu'elle s'entraîne sans forcément tenir compte de son cycle menstruel. Bien sûr, si par exemple le coach, il lui a mis, une grosse séance, cardio et qu'elle, elle est à son premier jour de règles et elle est assez douloureuse, bon, c'est peut-être pas forcément la séance de choix en première intention, mais disons que c'est déjà difficile pour certaines de se mettre au sport et d'être régulière et qu'on préfère privilégier, ça, plutôt que de faire en fonction du cycle parce qu'en plus, heu comme tu disais, on en parle de plus en plus, donc c'est chouette parce que ça permet quand même aux femmes de savoir que c'est OK d'avoir des variabilités et que, c'est normal d'avoir des coups où tu es un peu moins bien et d'autres où tu te sens vachement plus performant. Mais en fait, c'est quand même assez, personne dépendant, enfin femme dépendant et du coup, tu vois, ça serait compliqué, de donner, des règles, parce que, pour l'instant, il y en a pas à appliquer à madame tout le monde, tu vois? Plus sur les sportifs de haut niveau. Et ouais, en fait, ça va dépendre quand même, de la variabilité entre tu vois, on pourrait pas dire, bah, attention à je dis n'importe quoi, mais genre à J20 pour tout le monde, tu vois? Comme il y a quand même de la variabilité dans la durée du cycle, Mmh. là. Ouais, Et je suis après, totalement ce qu'on pourrait faire comme généralité, c'est surtout dans la phase souvent prémenstruelle, donc avant d'avoir les règles et la phase menstruelle où c'est une phase souvent où il y a,
des chamboulements hormonaux qui fait que la femme est un petit peu moins en forme. Ça c'est pas le cas pour toutes les femmes, mais la plupart des femmes, c'est ce qu'elles ressentent et donc là, comme le disait Lise, en fait, il faut s'adapter à nos symptômes. Nous, on se fixe beaucoup sur le RPE, donc le ressenti de l'effort et que les femmes se fassent plus confiance, en fait, à leur ressenti. Elles sont fatiguées, elles ont, je sais pas, des crampes bavantes, elles ont des petites douleurs de dos, elles savent que leur règle va bientôt arriver. Ben, on sait que peut-être que de mettre de la haute intensité, bah, c'est peut-être pas en fait, la meilleure des idées. Mais pour autant, il faut qu'elles n'hésitent pas à faire aussi l'expérience, qu'elles testent, qu'elles voient. Parce que en fait, certaines vont performer, certaines vont porter aussi des charges lourdes à cette période-là et d'autres pas du tout. Donc il faut aussi apprendre, je pense. Ce qui est difficile, c'est que la priorité, c'est que elles apprennent déjà à se connaître et qu'elles regardent leur cycle. Et donc déjà, c'est un énorme travail, sincèrement, de comprendre, OK, comment je fonctionne, quelles sont un peu les phases de mon cycle, avant de se poser des questions de: «J'adapte, mon entraînement à mon cycle». Totalement. Moi, le conseil que je dis en premier, c'est, de s'écouter. Mmh. Parce que comme vous dites, bon, je suis un homme, donc je sais pas ce que c'est d'avoir des règles. Par contre, j'entends un peu et puis je me suis renseigné et formé là-dessus. C'est vraiment que chaque, femme a une période de règles et des prémenstruelle ou menstruelle qui est différente et qui diffère en fonction de même des cycles. En fonction des cycles, ça peut être Bien sûr. différent. Et donc vraiment, c'est s'écouter, c'est écouter les symptômes, écouter son état, son niveau d'énergie, son niveau de fatigue et par rapport à ça, adapter son entraînement et l'intensité qu'elle va mettre dans l'entraînement et etc. Totalement. Totalement. Et 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 surtout ne pas culpabiliser parce que tu fais un entraînement moins intensif, ou parce que tu es trop fatigué et tu préfères te reposer. Parce que des fois, bah, justement, c'est contre-productif d'aller s'entraîner alors que tu es trop fatigué. Entièrement d'accord. Mmh. Hem Je voulais aussi parler un peu avec vous de la maternité et du postpartum. Selon vous, quelle est la plus grosse erreur ou la fausse croyance que vous entendez le plus chez les femmes enceintes concernant l'activité physique? Je pense que le gros truc, moi, ça serait, ce qui me vient en premier, c'est les impacts. Genre les impacts, c'est mauvais pour le périnée, c'est mauvais pour le fœtus et même, faut pas courir au premier trimestre parce que tu risques de faire une fausse couche. Donc ça, on sait que c'est faux, enfin, c'est prouvé dans les études que, il y a pas de les risques de fausses couches ne sont pas majorés, à cause des impacts et de la course à pied. Donc après, c'est encore la même phrase, c'est de continuer d'encourager les femmes à bouger. Donc après bien sûr, si elles font jamais de course à pied et qu'elles découvrent leur grossesse et qu'elles se disent: «On m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport» et qu'elles se mettent à faire, 1/2 heure, 1 heure de footing d'un coup, ça sera trop violent, mais pas que pour le périnée. Ça sera pour, toutes les articulations, mais je pense que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup de que les impacts, c'est mauvais pour la Ouais. grossesse. Et aussi porter des charges, je pense. Enfin, en tout cas, porter des charges aussi, ça en fait partie que voilà, une fois qu'on est enceinte, plutôt prioriser des activités douces, du yoga, du pilates, mais après, ce qui est un petit peu, plus intense, souvent on a tendance à se dire: «Bah non, c'est pas pour la femme enceinte», alors que pas du tout et comme disait Lise, il y a des études sur le sujet et si vous pratiquiez, par exemple la course à pied, bah, il y a pas de souci, vous pouvez continuer et ils encouragent même une activité, d'intensité modérée donc enfin, vous pouvez y aller. C'est juste que voilà, il faut, dans l'idéal, c'est vrai que c'est un chamboulement pour le corps et donc il faut particulièrement dans cette phase-là, on pense bien doser, bien cadrer ce qu'on fait parce qu'en fait, les hormones de grossesse vont faire que le corps va énormément changer, la prise de poids, le fœtus qui prend de la place, en tout cas, ça chamboule énormément le corps et que là, bah, si on bricole un petit peu nos séances, ça peut difficilement passer et c'est pas parce que c'est pas la séance qui pose problème, c'est comment elle a été menée petit à petit, comment elle a été mise en place, les dosages qu'on a choisis qui sont pas toujours bons. Et souvent, du coup, certaines se disent: «Oh non, mais j'arrête, j'ai un peu de douleur», alors qu'en fait, c'était juste qu'il fallait adapter certains exos ou un tout petit peu la manière dont c'était fait et que ça serait très bien passé. Donc si je résume un petit peu, c'est, toujours la même règle, y aller de manière progressive Tout à fait. et s'écouter, Ouais, écouter son exactement, ressenti. Parce que totalement. par exemple, moi j'ai, eu, ici en podcast, Sophie Mirelli, je sais pas Ouais, si ça vous parle? Je C'est moi, ça me dit c'est pas, non. quelqu'un qui est sur, Instagram
et Ouais. jusqu'aux 15 derniers jours avant d'accoucher, elle courait encore. Ouais, bien sûr, mais nous, on a Voilà. le cas, de nombreuses femmes qu'on a accompagnées. Elle faisait un semi-marathon, la veille d'accoucher. Enfin, on a pas mal de femmes qui continuent à porter lourd, qui continuent à courir. Enfin, Parce que ce qu'on disait sur les recommandations, tu vois, c'est, pour, madame tout le monde, c'est 150 minutes d'activité d'intensité, comme disait Laura, modérée par semaine couplée, pardon, à du renforcement musculaire. Mais, tu vois, les femmes que tu accompagnes et que nous on accompagne, qui sont, déjà sportives et qui dé du coup, les 150 minutes par semaine, bah, c'est vraiment pas grand chose et d'intensité modérée, bon, bah, peut-être que pour elles, c'est un peu light. Et ben, en fait, ça, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande, qui dit: «À partir du moment où la femme était active, et sportive avant sa grossesse, elle peut continuer à maintenir, une activité physique». Après, au niveau de l'intensité, de toute façon, plus la grossesse évolue, mmh, plus l'intensité, sera réduite parce qu'elle n'y arrive plus et elle arrive à sentir que faut lever le pied au fur et à mesure que la grossesse avance, mais enfin que au en tout cas que l'accouchement approche. Mais donc on encourage même ces sportifs-là à maintenir une activité, mais voilà, s'écouter. Alors des fois s'écouter, c'est pas facile, donc c'est pour ça que le RPE, c'est un bon outil pour, bah, doser, aussi les séances en tant que coach, quoi. Je suis totalement d'accord. Et là, on a parlé du sport pendant la grossesse. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter ou pas forcément? On a fait le tour, selon vous? On a fait peut-être les grandes lignes. Mmh? Bah, on encourage à bouger et on encourage aussi à se préparer et ça, le ouais, c'est rôle du ça. coach est bien aussi dans cette étape-là. Mmh. C'est que même si les kinés, font aussi de la préparation physique à l'accouchement, souvent les femmes ne le savent pas et du coup, quand vous, en tant que coach, vous les avez entre les mains, ces femmes-là, bah, vous Oui. avez les moyens de changer aussi le déroulé de leur accouchement pour que elles se préparent avec vous et que l'accouchement se passe mieux. Donc ça, je pense que c'est un super outil des coachs aussi, heu, qu'il faut, hem, qu'il faut mettre à profit comme ce que tu fais toi. Et ce qui a été aussi prouvé, bon, pas de manière, scientifique parce que c'est compliqué à prouver, mais qui a été démontré dans plusieurs cas, c'est que si la femme, est active, de manière sportive, sans être sportive de haut niveau, mais active et pas que sédentaire et mange de manière saine, heu, bah, pendant sa grossesse, elle va avoir moins de symptômes, négatifs liés à la grossesse. Ouais. Bien sûr, ouais, Moins totalement. d'hypertension, moins de diabète gestationnel. On sait aussi qu'il y a des bénéfices pour le fœtus et du coup pour l'enfant derrière, même le développement moteur, psychomoteur de l'enfant. Donc Oui, que encourager à bouger, sauf grosse contre-indication médicale effectivement, ou s'il y a une pathologie et que les médecins sont stricts sur le fait qu'il faut rester alité, là bien sûr, mais sinon, même si la femme a des sensations qui peuvent paraître un petit peu négatives, bah, le fait d'adapter, ça va leur permettre enfin, ça peut tout changer sur la suite de leur grossesse, donc c'est vrai, c'est très bien de le totalement, souligner, tu as raison. totalement. Et là, on a fait pendant la grossesse. Maintenant, il y a un autre moment délicat, c'est la reprise après la grossesse. On parle souvent des 6 semaines, sans impact, sans saut, et cetera. Quels sont vos critères pour une reprise de manière sécuritaire, selon vous? D'accord. Bah, ça, c'est complexe. C'est pareil, il y a pas forcément de règles. Disons que le parcours en France, il est que la femme, elle va avoir une consultation postnatale, à 6-8 semaines et donc du coup, c'est là que le parcours de soins commence, normalement. Donc elle va avoir, oui ou non, une prescription pour la rééducation périnéale, oui ou non, une prescription pour des abdos et sachant que la rééducation périnéale, en tout cas le toucher vaginal, commence que, 90 jours, après le postpartum. C'est-à-dire qu'en tant que kiné, on peut pas intervenir en manuel. Bon, il y a plein d'autres choses à mettre en place et en fait, par rapport à la reprise, des impacts, c'est assez flou. C'est-à-dire qu'il y a plein de recommandations dans différents pays qui disent que, genre, on n'est pas obligé d'attendre les 3 mois, mais il y a pas non plus une deadline en disant: «Bah, à partir de tant de semaines, tu peux». Donc c'est vraiment aussi un peu patiente dépendante. Tu vois, par exemple, la cliente dont Laura parlait tout à l'heure, qui a couru, son semi-marathon la veille de son accouchement,
bah, elle aura sûrement les capacités de reprendre la course, largement avant les 3 mois et peut-être, même, tu vois, il y en a qui reprennent dans les 6 semaines. Après, c'est peut-être, un peu moins courant, Ouais, mais c'est ça. C'est que nous, on est un petit peu biaisés sur le fait que nous, on les accompagne précocement. Donc, c'est-à-dire autour de la maternité, elles sont accompagnées ou directement on met des choses en place. C'est vrai que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elles aient été accompagnées sur cette phase-là et que si elles n'ont pas fait de rééducation périnéale, pas de rééducation abdos, c'est dommage, nous, on trouve d'être centrés que sur ces 2 rééducations parce qu'en fait, il y a une rééducation globale de la posture, des fessiers. Enfin, il y a beaucoup de choses à retravailler, la respiration, etc. Mais pour nous, il faut vraiment qu'il y ait des prérequis à avoir, une sangle abdominale, qui commence à être compétente, que forcément, le périnée ait été retravaillé, et puis c'est des choses simples, mais même de retrouver de la mobilité et cetera. Il y a plein de petits prérequis qui nous paraissent nécessaires, avant d'envisager peut-être de reprendre des impacts. après, si on devait donner des petits critères, nous, on demande qu'elle fasse au moins 50 minutes, marche, sans douleur, sans gêne, que ce soit un pendant, juste après la marche ou 24-48 heures après. Après, on les fait, tu vois, tester quelques petites accélérations dans ces 45 minutes et après on les fait tester quelques petits sauts alternés d'un pied sur l'autre, tu vois, pour genre, mimer un peu la course et après elles reprennent la course. Mais celles qui reprennent la course à moins de 6 semaines, tu vois, c'est un dosage qui nous, on les fait commencer à Mmh. courir genre à 15 secondes, par exemple. Tu on va pas tout de suite sur 5 minutes de run. Donc voilà, nous, comment on fonctionne, mais il y a pas de règle malheureusement. Ouais, c'est comme tout, c'est vraiment au cas par cas Bah ouais, et et de manière progressive. C'est ça. Ce qu'il ça c'est faut la clé. juste, faire attention, des erreurs, nous, qu'on voit pas mal, c'est des femmes qui ont fait peut-être leur éducation périnéale avec kiné ou sage-femme, qui ont eu le feu vert de la reprise du sport, juste parce que le périnée était en soi OK. Et là, on prend juste, des guillemets, pour celles qui nous écoutent, en fait, OK, peut-être que le périnée fonctionne bien, pour autant, ça veut pas dire que le corps est peut-être prêt à encaisser des impacts ou de l'intensité ou reprendre les cours comme avant. Parce que comme on le disait avant, il y a plein de prérequis à rebosser, il y a plein de muscles à réactiver, et que ça veut dire que, la première é enfin, une des premières étapes est faite, mais qu'il va falloir aller un petit peu plus loin avant de reprendre le sport comme avant. OK, très important. Merci Bah de ouais, l'avoir parce qu'il précisé. y en a tellement qui ont le feu vert, c'est bon, tu 3 mois, la barrière des 3 mois est Mmh. passée, ton périnée est OK et en fait, elles se mettent à courir 20 minutes d'un coup et puis, bah, au bout de Non. quelques semaines, ça le fait plus, quoi. Ouais, bah, c'est normal. Faut y aller de manière progressive, c'est quand même, violent, pour le corps, C'est quand même porter des la hormones, vie, de mettre, la vie au monde donc Fait. en on peut pas plus. reprendre comme ça, comme si de rien n'était. Hem, on parlait aussi un petit peu de performance, de fonctionnalité et de puissance. Vous, vous accompagnez les femmes du coup sur toute cette partie autour, de la natalité et vous avez aussi parlé de femmes qui, au fond, quelques performances assez impressionnantes, en course à pied et cetera. Comment vous les accompagnez, dans l'atteinte de ces objectifs? Tu veux dire dans un contexte de postpartum ou pas forcément? Pas forcément. Bah, écoute, peut-être que pour certaines de ces femmes, tu vois, qui sont à très haut niveau, on le fait un peu différemment et encore, tu vois, il y a aussi quand, elles ont pas forcément un objectif sportif, enfin, je pense dans des contextes de périnatalité où on a accompagné des sportifs de très haut niveau et c'est peut-être aussi le moment où, tu vois, elles ont aussi, un petit peu de temps pour elles et pas forcément la pression des entraînements donc du coup, sauf s'il y a une deadline et qu'il faut un peu il faut être efficace dans un temps donné, mais sinon on applique à peu près le même, type de processus. C'est juste que, bah, pour ces femmes-là, peut-être que comme leur corps c'est leur outil de travail et que c'est quand même une très, très belle machine, les timings, les délais d'avancée, elles avancent peut-être un tout petit peu plus vite. Mais honnêtement, sinon c'est un peu le même profil de rééducation pour, toutes. C'est juste qu'on s'adapte, et puis quand on est dans la tu vois, quand tu parles de performance, tu as aussi, si on sort du contexte de périnatalité,
sport santé et sport performance et du coup, il y a des fois, on doit se placer un peu en mode, là, cet objectif enfin, tu as un objectif de performance, mais ce type d'exercice dans tes entraînements, c'est pas forcément périnée friendly donc tu vois, on leur explique, on leur dit: «Bah, là, c'est quand même un peu c'est toi qui fais ces choix-là, te prends la responsabilité». Mais ce qui fait que là, ça peut soit freiner un peu la rééducation, soit, ben, elles elles prennent la décision que, bon, elles font tout ce qu'elles peuvent à côté, mais il y a des 2-3 petites choses qui sont un petit peu moins qui pourraient être un peu délétères ou moins efficaces, tu vois, sur le périnée. Ça peut arriver qu'on se retrouve dans ces cas-là. D'accord. De toute façon, tout ce qui est sport, de performance, ça va pas en corrélation avec le sport santé, ça on le sait très bien. Heu et c'est pour ça que moi, par exemple, dans mon accompagnement, j'ai choisi le sport santé parce OK. que si, j'ai décidé d'accompagner les gens, c'est pour aller dans le bien-être et là, particulièrement, les mamans se sentent bien avec elles et avec leur corps. Donc Nous, on continue de s'accrocher, tu vois? De se dire: «OK, c'est performance, mais si on peut, avoir, le maximum de conseils santé pour qu'elles, évoluent dans leur performance en forme et pour après leur, phase de performance, être en bonne santé». On continue d'essayer de les sensibiliser et de leur donner un maximum d'outils pour qu'elles, ouais, vieillissent bien ou performent quand même au mieux. vous avez raison, oui, ça doit pas être, une tâche facile. Pas Dans ces toujours. cas-là, pas toujours. Ouais. Hem, un autre moment, délicat pour une femme, c'est aussi, la ménopause. Je voulais avoir un peu votre retour, comment, selon vous, le sport permet d'aider à traverser, cette période de transition, heu, qui est la préménopause, qu'on appelle maintenant la doula, il me semble, si je me trompe Bah, pas? écoute, nous, on connaît pas trop ce Non, terme. mais nous, on a plus ces termes un peu médicaux, tu vois? Syndrome, Ouais. génito-urinaire de la ménopause, Ouais. peut-être qu'on n'a pas les termes hype. Mmh. Bah, Mais en fait, la doula, c'est la dégénérescence oestrogénique et cetera. exact. Ah OK. Donc comme tu l'as mis en évidence, c'est vrai que là, c'est un chamboulement quand même, assez important pour la femme. Je trouve que c'est bien parce que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et c'est vrai que de par, un déficit d'œstrogène, la femme, elle va avoir pas mal de changements dans son corps qui sont pas toujours faciles à gérer. Ça peut être aussi une prise de poids, enfin, ça peut être pas mal de choses. Il y a la masse musculaire qui fond et cetera et donc ce qu'on encourage à les femmes qui nous écoutent, c'est, bah, forcément, il y a, un ensemble de choses à avoir. La nutrition va en faire partie, qui va nous aider à mieux passer cette période-là, mais le sport et donc dans le sport, on aimerait encourager les femmes à porter des charges, pour, qu'elles soient plus fortes, qu'elles fassent vraiment du muscle parce que je pense que les femmes ont peur de porter des charges en pensant qu'elles vont être bodybuildées parce que je pense qu'on est biaisé par Instagram sur ce qu'on voit et on se dit: «Oh là là, non mais si je porte des charges, j'ai pas envie de me retrouver comme elle». Sauf qu'en fait, elle, ça fait 20 ans qu'elle s'entraîne 2 heures par jour donc ne t'inquiète pas, ça ne va pas t'arriver du jour au lendemain, même si certaines aimeraient bien que ça arrive. Donc qu'elles aient pas peur de porter des charges, de mettre de la résistance et puis en fait, de faire des impacts. Parce que tant la masse musculaire va être importante, de l'entretenir et même si on peut, qu'elle soit plus importante, mais aussi qu'elle ait un capital osseux qui soit bon et fort. Parce que les femmes vont avoir plus facilement de l'ostéoporose et donc pour lutter contre ça, bah, aussi, des contraintes d'impact, ça va être très intéressant. Donc ce qu'on leur conseille même avant, celles qui nous écoutent, c'est d'anticiper, c'est-à-dire plus elles ont un capital important avant de passer cette période-là, forcément mieux c'est. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu, même si vous avez passé cette période-là. Si vous y mettez, il y a pas de raison que si voilà, vous êtes bien accompagné pour le faire, ça n'aille pas dans le bon sens, mais on leur conseille vraiment de porter des charges et de se mettre aux impacts, même si ça peut leur faire peur pour certaines. Heu, le coup, je veux pas être bodybuildeuse ou quoi que ce soit, je l'ai quasiment systématiquement. Ouais, bah, ça nous C'est étonne c'est pas. C'est un et combat et aussi qu'on a avec certaines. en plus des femmes qui s'entraînent depuis 20 ans et 2 heures par jour, il y a aussi des produits exogènes qui est facilement, utilisé et que forcément on voit sur Instagram que les personnes les plus musclées, on va dire et qui brillent le plus. Tout à fait. Et donc je les rassure que c'est pas en s'entraînant, 3 fois par semaine, comme, Non. monsieur et madame tout le monde, qu'on va atteindre ce niveau-là. Hormis si tu as une génétique hors du commun, c'est-à-dire 1 sur 1 million, hem, il y a peu de chance et que c'est très important de créer de l'adaptation,
avec, justement des charges additionnelles. C'est pour ça que, Tout à fait. je suis le premier à prôner, la musculation et quand on va en salle de muscu et d'aller faire de la musculation et l'importance de la musculation et plutôt que faire que du cardio. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui et Bah, de femmes totalement d'accord. particulièrement qui, s'arrêtent à faire du cardio en salle de muscu, Mmh. alors qu'elles ont une panoplie de machines à disposition et elles oublient tous les bienfaits, heu, de la musculation et se concentrent que sur le cardio. D'une Mmh. pour perdre du poids et qui est moins efficace sur le moyen long terme, le cardio Mmh. que la musculation et 2 sur tous les bénéfices qui sont, créer de la masse musculaire et donc améliorer sa santé métabolique et anticiper, le bien vieillir. Tout à Tu fait. vois, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que vous remarquez qu'elles font beaucoup de cardio. Nous, en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'on les a dans des phases, tu vois, pré-ménopause presque et où les futur des fois, c'est un symptôme, de préménopause et en fait aussi, on se rend compte que, l'activité cardio de haute intensité, ça, va générer un stress physiologique, enfin, du coup, maintenir un stress assez, important et ce qui fait que, le corps, il est un petit peu en lutte, en hypervigilance, si elles font que du cardio et du coup, ben, le corps, il met pas forcément l'énergie, ailleurs sur, bah, le périnée et puis, en fait, comme il est toujours sous état un peu de stress et ben, elles sont dans une démarche de perte de poids mais en fait, elles en perdent pas, limite elles continuent d'en prendre parce que le corps est trop stressé, quoi. Donc en fait, aussi varier les activités physiques et pas faire que du cardio, ça a aussi un bienfait sur, ben, rééquilibrer un peu aussi la balance et des elles vont se rendre compte qu'elles mangent, enfin, genre elles font une dette, dans leur assiette, elles essaient de moins manger pour perdre du poids, elles font full cardio pour Mmh. perdre du poids et en fait, le corps est full stressé et ce qui fait que il a pas ce qu'il faut pour fonctionner et des fois, il stocke plus qu'il tape dans les C'est un graisses. d Ça, c'est un de mes combats, parce que, il y a encore des vieux mythes qui restent bien ancrés, c'est le fait de manger quasiment que de la salade, Mmh. d'être à 1 200 calories en tant que femme, non, c'est pas possible. Il y en a même qui sont en dessous de 1 000 calories et Ouais, c'est impossible. Au niveau de la santé hormonale, c'est une Non, catastrophe. ouais. Donc ça, c'est un de mes combats, de dire que si tu manges trop peu, bah, en fait, ton corps va se mettre en mode économie d'énergie comme un téléphone et qu'il y aura que les fonctions principales, qui vont fonctionner et que ton corps est pas là pour te faire chier et t'empêcher de perdre du poids. Il est là pour travailler et te garder en vie mmh, et donc faut travailler avec lui et non contre lui. Et donc, c'est pour ça que c'est important de manger suffisamment, de la bonne manière et il mmh. faut pas oublier que tout ce que tu lui fais subir, il va te le ramener plus tard. Donc tout ce qu'on lui fait subir quand on est jeune, il va te le renvoyer plus tard et surtout que tout est stress. Donc manger, c'est un stress pour ton corps, faire du sport, c'est un stress pour ton corps et qu'on est déjà dans une société où on a beaucoup de stress et donc on va essayer de lui faire moins de stress à travers du sport, à travers, la nourriture parce que 2 des piliers pour la perte de poids, par exemple, parce que c'est là sur quoi je me suis spécialisé, 2 des piliers qui sont les plus oubliés, ça va être le stress et le sommeil pour réussir à perdre du poids de Mmh. manière pérenne et correctement. Mmh. Et donc si, on est trop stressé ou on dort pas suffisamment, Mmh. bah, ça a des impacts, impressionnants et très négatifs sur, le fonctionnement de ton corps, de ton métabolisme, de ta santé hormonale et cetera. 100. Et donc comme la période de périménopause, c'est quand même un enfin, périménopause, ménopause, c'est quand même un chamboulement hormonal, bah, il faut essayer de mettre, toutes les outils de votre côté pour, que votre corps aille bien et que vous le sport, l'alimentation contribuent à accompagner cette phase de changement, quoi. Mmh, totalement. D'ailleurs, je voulais savoir un petit peu quels sont vos conseils pratiques, quel est le signe physique que toutes les femmes devraient écouter et qu'elles ignorent trop souvent? Très bonne question. Bah, les, signes, si on est sur, nous, la région périnéale, c'est vrai qu'en fait, ça paraît pas anodin, enfin, ça paraît peut-être anodin pour certaines, mais en fait, les fuites urinaires peuvent être un signe que le corps commence à dysfonctionner, tu vois? Parce qu'en fait,
Nous, on s'est rendu compte un peu comme toi de, l'importance du sommeil, l'importance aussi de la nutrition qui va avoir un impact sur les hormones et les hormones nourrissent cette région périnéale. Donc des fois, en fait, certaines, elles ont pas vraiment de problème périnéal et qu'en fait, c'est l'alimentation qu'il va falloir bosser pour, avoir un impact dessus. Donc en fait, juste comme on le disait au début, le signal d'avoir des fuites urinaires, c'est peut-être un signal comme quoi, bah, je mange pas assez, je dors pas assez ou l'activité physique, que je fais n'est pas adaptée. Pour les femmes, ça va être, bah, autour même d'autres problématiques périnéales. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le prolapsus, mais si elles ont la sensation d'avoir, une boule dans le vagin, un tampon mal placé, bah, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on doit, garder, rester avec. Il y a des choses à mettre en place pour améliorer ces symptômes-là. Si j'ai des douleurs périnéales, pareil et autrement, pour les femmes en général, c'est aussi si elles apprennent à s'écouter et qu'elles ont un cycle naturel, c'est-à-dire que soit elles ont pas d'hormones, soit elles sont sous stérilet en cuivre, bah, de regarder: «OK, est-ce que j'ai des cycles réguliers?» Donc souvent quand on parle de cycle, on se concentre que sur la phase des règles. Non, est-ce que, j'ai un cycle, enfin voilà, il faut regarder le cycle, mais si mon cycle n'est pas entre 22 et 35 jours, s'il est moins, s'il est plus ou si j'ai une absence de règles, ça doit vous questionner sur le fait que votre santé hormonale n'est pas OK, qu'il y a des choses qui ne sont pas OK et qu'il va falloir aller creuser parce que, nous on l'a bien vu, bah, c'est bien de bouger, c'est la priorité. Sauf qu'en fait, malheureusement, si on bouge alors que le corps, en fait, il a pas ce qu'il faut pour avancer et juste faire des fonctions, qui sont, oui, pas vitales, mais des fonctions qui sont importantes pour dire qu'il est en bonne santé, bah, en fait, on va à notre perte aussi. Donc d'apprendre à se connaître, et à essayer de s'écouter, de voir, voilà, un peu des signaux au niveau des cycles menstruels, ça nous en dit beaucoup aussi. Là, tu me parles d'apprendre à se connaître, mais je pense que vous aussi, vous devez le voir souvent, il y a beaucoup de femmes, on parle des femmes, mais globalement, c'est n'importe quelle personne. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de leur corps, Mmh, qui ont plus clairement. conscience de leur corps, de leurs sensations. Hem, Est-ce que vous avez un conseil et si oui, par quel petit pas, chaque femme devrait commencer pour essayer de reprendre conscience de son corps, se reconnecter à elle-même? Moi, je dirais le premier outil, je dirais, respirer. Alors les faire des exercices de respiration. Ça va permettre déjà, je pense que comme tu l'as dit, on est dans une, société, full stress et du coup, ça permet quand même aussi de calm down un petit peu et puis de sentir un peu ce qui se passe, vraiment en fait de mettre l'intention dans, pas juste, je m'assois et je respire, mais, je regarde un peu ce qui se passe, où est-ce que ça bouge, et ça permet de reconnecter à son corps, et puis d'essayer d'avoir des petites sensations. Je pense que ça, c'est un des premiers outils qu'on pourrait Mmh. conseiller de faire. Et puis autrement, des choses assez simples, mais d'essayer d'avoir une note, un petit calepin où en fait je mets mes sensations. C'est-à-dire qu'on ne s'écoute plus. Donc se dire: «OK, bah, voilà, est-ce que je note comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai une petite douleur? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que comment je suis niveau énergie?» Juste d'essayer au début peut-être on va avoir peu de mots à mettre, on va pas savoir trop quoi mettre et plus ça va aller, plus on va dire: «Ah oui, mais en fait, j'avais pas attention, j'ai ressenti ça. Ah là, j'ai eu ça» et en plus, ce qui est chouette, c'est que quand on commence à se poser des questions, on va faire des liens sur ce que j'ai mangé, comment s'est passé mon sommeil, qu'est-ce que j'ai fait la veille et donc petit à petit, bah, il va avoir une meilleure compréhension du système. Et bah, écoutez, merci beaucoup, pour tout ce partage. Moi, par exemple, je sais qu'il y a aussi un petit truc que je mets en place, donc dans les personnes que j'accompagne, on a un bilan de manière hebdomadaire pour savoir comment s'est passée la semaine, que ce soit sur la nutrition, sur la partie sportive, sur le sommeil, sur, le stress et cetera et chaque semaine, je leur demande de me donner au moins une petite victoire, la plus minime possible, mais une victoire parce qu'on c'est quelque chose qu'on oublie tant, c'est que chaque jour, chaque semaine, on a chaque fois des petites victoires et on les oublie et on les laisse de côté et on a plus facilement tendance à voir ce qui va pas bien plutôt qu'à voir ce qui va bien et chaque jour, on fait des choses quand même extraordinaires donc faut aussi à reprendre conscience de tout ça pour reprendre conscience de la valeur qu'on a. Totalement. C'est un très bon conseil. Voilà. Bah, en tout cas, je sais pas, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, échanger?
Non, on a fait un petit tour, on a balayé, plusieurs sujets donc écoute, je pense que c'était assez on pourrait en parler pendant des heures tous les 3, je pense, mais Je pense aussi. je pense qu'on a fait un bon premier passage. Mais en tout cas, moi je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de venir, d'interagir avec moi et de donner de la valeur à toutes les personnes qui vont regarder tout ça. Donc merci beaucoup à vous Bah, merci à Merci à toi pour toi. l'invitation. et je vous dis à très vite. Salut. Salut.